Alors nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui un grand ami de la bibliothèque de l'Alliance, Denis Charbit, que je remercie d'avoir accepté notre invitation au milieu d'un programme très chargé. Nous serions très heureux de l'avoir beaucoup plus souvent en France. Nous avons pu profiter de ce moment puisqu'avec le lancement de la saison culturelle France-Israël, il y avait un colloque hommage aujourd'hui, beaucoup de personnes présentes et nous avons réussi à arracher Denis Charbit à ses occupations le temps d'une soirée. Denis Charbit est historien, historien des idées politiques, historien du sionisme, historien des Juifs de France aussi, et a également beaucoup travaillé, notamment dans certaines de ses dernières publications, sur la société israélienne. Et c'est finalement grâce à lui, en France aujourd'hui, que nous pouvons avoir un regard universitaire tout en étant facile d'accès sur la société israélienne, qui est souvent décrite de manière très partielle, voire partiale. Aujourd'hui, grâce à des livres de Denis Charbit, nous arrivons à faire beaucoup mieux. Et je sais que c'est un point sur lequel nous reviendrons peut-être à l'occasion de cette soirée. Alors, il nous présente ce soir un livre tout à fait inattendu, intéressant, dont je n'imaginais pas l'existence. Et quand il m'en a parlé il y a 6 mois, j'ai cru à une plaisanterie. Heureusement, ce n'était pas le cas. C'est un dialogue, nous allons y venir tout de suite, entre le rabbin Léon Askenazi, Manitou, et André Chouraki. Alors, je ne vais pas déflorer le sujet, c'est Denis qui en parlera, mais un mot quand même pour saluer la présence d'Emmanuel Chouraki, le fils d'André, ce soir parmi nous. Il viendra prendre la parole en deuxième partie pour nous présenter la thèse de son père, la thèse d'André Chouraki, qui vient d'être publiée, la création de l'État d'Israël. Et donc, André Chouraki, pour nous, c'est évidemment un nom extrêmement symbolique, mais d'autant plus à l'Alliance, puisqu'il a été longtemps l'un des grands serviteurs de l'Alliance à côté d'une carrière excessivement importante dont nous parlerons tout à l'heure. Mais parler d'André Chouraki dans ce lieu a vraiment beaucoup de sens. Alors donc, je vais laisser la parole à Denis Charbit pour présenter ce document assez unique et qui vient d'être publié, en lui demandant tout simplement la genèse de ce projet, la genèse de ce texte, parce que c'est vraiment surprenant. Voilà, bonsoir, et je suis très heureux et très touché. C'était en 2016 que j'étais venu pour présenter mon précédent livre, et je dois dire que celui-ci, effectivement, était, même pour moi, inattendu. Et c'est une très belle histoire, et je voudrais peut-être commencer par là, en guise d'introduction, vous raconter un petit peu la genèse de ce livre. Alors, il m'est arrivé, alors j'ai connu André Chouraki dans les dernières années de sa vie, j'avais participé à un colloque de son vivant, et donc j'avais noué comme ça quelques relations avec lui et avec son épouse, Annette Chouraki, ce qui donc m'a valu de participer notamment à l'association des amis d'André Chouraki, de temps à autre. En plus, n'habitant pas Jérusalem, je ne pourrais pas dire que c'était de manière régulière, mais enfin voilà, j'avais en tout cas ce lien que nous avions entretenu depuis quelques années. Et puis, c'était au mois de juin 2017, donc vraiment tout juste un an. Je reçois un courrier électronique, enfin un mail d'Annette Chouraki, alors qui savait que j'étais aux États-Unis en année sabbatique. J'étais effectivement entre août 2016 et juillet 2017, j'étais en Californie pour une année sabbatique, donc une année où on peut justement prendre du temps pour travailler. Et elle était au courant, et elle me demande si au mois d'octobre 2017 je serais déjà de retour en Israël, à quoi je lui réponds oui, effectivement. Et pourquoi me posait-elle la question? Parce qu'elle envisageait de mettre sur pied, d'organiser un colloque pour célébrer le 100e anniversaire de la naissance d'André Chouraki, donc l'année 2017. Et elle me demande est-ce que sur quel sujet je voudrais travailler, étant donné qu'elle savait bien que c'était moins la partie traducteur de la Bible ou même l'histoire des Juifs d'Afrique du Nord, mais que c'était plutôt Israël, le sionisme, etc. Bon. Et je propose un sujet, donc on donne un titre et on quelques lignes de ce dont on voudrait parler. Et
donc émis le vœu de m'exprimer lors de ce colloque, donc prévu pour octobre 2017, donc de parler, je dirais, de la position assez singulière, assez unique, qu'avait André Chouraki, je dirais par rapport au milieu juif, sioniste, israélien, francophone, de sa position donc assez particulière, assez singulière sur le conflit israélo-arabe. Alors, je dirais surtout sur la solution qu'il entendait apporter pour résoudre ce conflit qui durait déjà depuis, et qui dure d'ailleurs toujours depuis longtemps. Et voilà que, donc voilà, je renvoie ce mail-là en disant oui, je serai en Israël, et deux, je ferai, si vous le souhaitez, donc une intervention sur la position particulière, la solution fédérale, confédérale qu'avait envisagé André Chouraki pour voilà, résoudre le conflit après la guerre des 6 jours. Et voilà que je reçois une réponse qui, dans un premier temps, m'a profondément irrité et énervé, vous allez comprendre pourquoi. Elle me dit « Non, j'ai un autre sujet pour vous ». Et je l'avais pris, je dois dire, pour une sorte de censure, c'est-à-dire, voilà, je n'avais même pas le droit de parler d'une solution qui était fédérale, confédérale, israélo-palestinienne, etc. Bon. Donc voilà, première réaction un peu comme ça, agacée. En principe, quand vous proposez un sujet, on vous dit, bon, bah, c'est bon, très bien, et puis voilà, et puis les choses sont résolues. Ben là, non, je reçois une réponse disant, non, j'ai autre chose pour vous. Bon, c'était pas un refus puisqu'il y avait une proposition. Et elle me dit, voilà, je dispose, et là, bien entendu, que mon attitude a changé aussitôt. Elle me dit, voilà, je dispose d'un entretien inédit entre Léon Ashkenazi et André Chouraki, qui date de 1987, et j'aimerais bien, si vous êtes d'accord, que vous en preniez connaissance et que, voilà, après sa lecture, si vous y êtes toujours favorable, eh bien que lors de ce colloque, vous fassiez la présentation d'un entretien inédit entre Léon Ashkenazi et André Chouraki. Et bien entendu que, alors d'un côté, je dirais, je suis très touché, très honoré, on me fait cette confiance-là, mais en même temps, j'étais un peu, on va dire, un peu suspicieux, et j'ai répondu d'ailleurs très vite. Alors premièrement, est-ce que le texte est toujours sur cassette? Et en quel cas, parce qu'elle m'avait dit, c'était un long entretien qui avait eu lieu sur plusieurs journées entre le mois de juillet et le mois d'août. Alors je lui dis, s'il faut que j'écoute maintenant des heures de cassette, ça va me prendre beaucoup de temps. Donc première question, est-ce que ça existe déjà sous forme de manuscrit? Est-ce qu'on a tapé en quelque sorte le texte de l'entretien? Première question. Et ma deuxième question, et là on est toujours très sensible quand on est à l'université, est-ce que cet entretien, bien entendu j'imaginais bien qu'elle le connaissait bien, est-ce que cet entretien relève de philosophie juive, de halakha, etc. Et en quel cas, bien sûr que je peux le lire, je peux... Mais voilà, mais est-ce que vraiment je peux dire quelque chose? Je travaille beaucoup, je suis effectivement historien des idées, mais effectivement autour d'Israël, autour du sionisme, moins sur la philosophie juive, sur l'exégèse, l'herméneutique, Talmud, Kabbalah, Torah. Là, je suis beaucoup plus prudent. En général, on fait attention de travailler sur des sujets sur lesquels on a acquis une certaine compétence et on ne s'aventure pas. Alors donc, c'est pas ni le nom d'André Chouraki, ni le nom de Léon Ashkenazi qui me faisait peur, mais en me disant, c'est des esprits tellement vastes, tellement larges, ça peut être quelque chose qui touche sur des aspects sur lesquels je ne me sens pas tout à fait compétent ou suffisamment compétent pour dire quelque chose de significatif, de sensé, etc. Bon. Elle me répond, premièrement, le texte a été tapé, donc, mais bien entendu avec toute l'oralité du texte, c'est-à-dire sans rien en changer de ce qu'ils se sont dit. Donc voilà pour la réponse à la première question. Et la réponse à la deuxième question, elle me dit, avec beaucoup de sagesse d'ailleurs, elle me dit, Denis, je vous connais bien, et si ça n'avait été que de la philosophie juive, halakha, commentaires, etc., je ne vous aurais pas demandé de venir le présenter lors de ce colloque prévu pour octobre 17. Ce à quoi je dis oui, effectivement, j'aurais pu effectivement penser que, me connaissant malgré tout, elle savait ce sur quoi j'avais travaillé, notamment sur André Chouraki, que c'était plutôt l'aspect politique, l'aspect public, lié à la société israélienne, lié au sionisme, lié éventuellement à l'histoire juive au XXe siècle, mais pas quelque chose qui relevait
en tout cas, bien entendu que le texte, bien sûr, aussi parle aussi de ces choses-là, mais ça restait, m'expliquait-elle toujours, dans l'optique d'un entretien qui avait été tenu à l'aube ou à la veille du 40e anniversaire de l'État d'Israël, puisqu'on était dans l'année 87-88. Et donc, voilà, j'en ai pris connaissance. Voilà, alors au début, je dois dire, la lecture était un petit peu pénible, parce que quand vous avez un texte où il y a toute l'oralité, alors pas les E et les A, etc., ça bien entendu que ça y figurait pas, mais vous savez, quand on parle, on ajoute des mots nécessairement parce qu'on cherche ses idées, etc. Moi-même, là, quand je vous parle, si on devait transformer ça en texte écrit, on aurait réduit, etc. Alors là, j'ai le texte que Sandra Fourtos de l'association des amis d'André Chouraki avait retranscrit très fidèlement. Donc je trouve le texte un petit peu comme ça difficile à lire, mais voilà, j'y trouve assez vite des choses intéressantes qui me stimulent, etc. Et donc au bout de quelques jours, je lui dis écoutez, j'ai lu encore de la première. Je réponds oui à votre proposition. Je suis d'accord pour présenter au colloque donc d'ailleurs, et j'ai présenté effectivement donc cet entretien donc à l'époque donc inédit à l'auditoire donc qui est venu pour cette journée. Et puis il se trouvait, là c'est le côté effectivement aussi assez sympathique de l'histoire, il se trouvait qu'elle me l'avait envoyé donc, je l'ai dit, en juin 17, et j'étais invité, enfin je savais que j'avais un voyage prévu 10 jours plus tard, voilà, je crois autour du 15 ou 20 juin suivant. Donc vraiment un an, jour pour jour. Et je vois le texte, etc. Et je contacte un homme qui m'est très cher, qui s'appelle Jean Moutapa, qui dirige le secteur spiritualité à Albin Michel. Alors, moi, j'ai jamais publié dans le secteur spiritualité, puisqu'encore une fois, c'est pas tout à fait ma spécialité, mais il se trouve qu'il avait été, en 2013, le maître d'œuvre d'un livre, certainement à voir ici, qui avait été dirigé, un livre près de 1000 pages, il me semble, très bien illustré, avec une iconographie absolument remarquable, qui avait été, je dirais, présidé, organisé par un spécialiste du monde musulman et un spécialiste de l'Algérie en particulier. Il s'agit de Benjamin Stora pour cette partie-là, et Abdelwahab Medeb, entre-temps disparu d'ailleurs. Et donc le livre s'appelait « Histoire des relations entre juifs et musulmans de Mahomet à nos jours ». Et Jean Moutapa, comme j'avais publié des livres chez Albin Michel, même si ce n'était pas avec lui, mais il avait entendu parler de moi, m'avait donc contacté, ça devait être bien en 2010 ou peut-être 2009 d'ailleurs, pour non seulement me demander, dans cette future encyclopédie dont il venait à peine de mettre au point l'idée, d'écrire quelques articles, mais également de diriger l'une des 4 parties, puisque ça avait été 3 parties chronologiques, de Mahomet, je crois que c'était au Moyen-Âge, du Moyen-Âge jusqu'au temps moderne, et puis la partie contemporaine, et après il y avait une partie transversalité, comparaison entre judaïsme et islam. Et il m'avait demandé donc de coordonner, ça voulait dire donc de relire tous les articles de cette partie contemporaine, c'est le fin 19e et tout le 20e siècle, du décret Crémieux, en passant par le conflit israélo-arabe, en passant par des personnalités, voilà, dans la manière dont cette encyclopédie avait fonctionné, avait été organisée. Et donc, c'est donc à la faveur de cette opération, en plus qui avait été un très beau succès. Je ne suis pas sûr qu'aujourd'hui, dans le contexte actuel, ça aurait pu l'être également. En tout cas, en 2013, ça avait suscité beaucoup d'émoi et beaucoup d'intérêt. Et on n'était pas du tout, je le dis parce qu'il y a eu ça et là des rumeurs ou de mauvaises interprétations, c'était ni un roman à l'eau de rose, c'était pas pour dire tout a été toujours magnifique, extraordinaire, machin, c'était pas non plus le livre noir, où j'ai envie de dire c'était en alternance en fonction des périodes, des époques, etc. Et c'est vrai qu'à la faveur donc de ce travail-là, puisque j'avais coordonné, ça faisait à peu près 200 ou 300 ou 400 pages donc de textes à relire, à retravailler, etc. Donc j'avais connu Jean Moutapa, et voilà. Bon. Et puis on s'en est tenu là, le livre est sorti en 2013, et voilà. Et depuis, j'avais pas
je vais peut-être le voir une fois ou deux. Et là, donc, je reviens à notre histoire. Donc, juin 2017, j'ai un voyage en France prévu. Et je me dis, ce texte-là, je veux bien le présenter au colloque, mais il mériterait d'être édité. On entre dans le 70e anniversaire de l'État d'Israël. Qui sait, je vais tenter ma chance. Et donc, j'envoie un mail à mon tour, cette fois-ci à Jean Moutappa, donc des éditions Albin Michel, pour lui dire, écoute, je viens à Paris, alors comme toujours, comme maintenant, 48 heures, 72 heures, pas plus. Et en plus, tout est déjà pratiquement occupé. J'ai dû lui donner 2 plages horaires, dont l'un était un déjeuner. Et il me répond aussitôt, pas de problème, je suis disponible à ce moment-là. Oui, je lui avais dit quand même, j'ai une idée à te soumettre. Voilà, je l'avais quand même un peu appâté. Vous dites pas, je veux déjeuner avec toi sans dire pourquoi. Donc j'ai quelque chose à te soumettre, une idée à te soumettre, voilà. Et je lui en parle. Et Jean, avec, je dirais, un témoignage de confiance dont je lui suis très très reconnaissant, m'a dit, écoute Denis, si tu établis le texte définitif, la version définitive de ce texte, puisque j'avais bien expliqué que c'était très oral, donc en tant que tel, on ne pouvait pas le publier. Il me dit, si tu établis le texte définitif, si tu fais l'annotation, et puis si enfin tu présentes le texte, hein, les hommes, qui sont-ils, on les connaît bien, mais voilà, qu'on remette en valeur l'œuvre et l'action de Léon Ashkenazi et d'André Chouraki, moi je te fais confiance, je sais comment tu travailles, je suis partant, et on le sort pour le mois de mai 2018. Bon, puisque 70e anniversaire, il voyait bien l'intérêt qu'il y avait à publier un texte. Il m'ajoute d'ailleurs, il me dit d'autant que on n'a rien sur Israël pour le 70e anniversaire, eh bien ce serait par ce biais-là le moyen de participer à ce 70e anniversaire de l'État d'Israël avec une publication qui touche sur Israël, puisque, encore une fois, cet entretien porte essentiellement sur, on va y venir maintenant en détail, sur le contenu de cet entretien et l'implication. Et en me disant, en plus, aussi signe de confiance, enfin témoignage de confiance qui me touche beaucoup, il me dit, et attention, je te mets en garde, parce que je sais que tu travailles beaucoup, que tu as beaucoup de choses sur le métier, je ne veux pas une préface de 3 ou 4 pages, où tu dirais, voilà, en gros, c'est un entretien, nanana, un peu ce que je veux raconter. Non, non, je veux que tu fasses une vraie analyse, un vrai travail d'examen des 2 hommes, de leur carrière, de cet entretien, de son contenu, de ses implications, et en toute liberté. Voilà. Et voilà, je suis donc revenu aux États-Unis, puisqu'on était encore sur la fin de cette année sabbatique. Je suis arrivé en août 2017, donc en Israël. Je reprends mon foyer, mon poste à l'Université ouverte d'Israël, et j'appelle Annette Chouraki. Je ne l'avais pas écrit. Je me suis dit, là, j'entends le lui dire de vive voix. Je lui ai dit, écoute Annette, voilà, je confirme toujours ma participation à ce colloque, donc qui a bien eu lieu en octobre 17, mais j'ai une bonne nouvelle, enfin une nouvelle je pense qui te fera très très plaisir, c'est que j'ai trouvé un éditeur. Alors il se trouve en plus que Jean Moutappa a bien connu André Chouraki, il en a été l'ami, et donc voilà, si tout se passe bien, si je tiens les délais, etc., eh bien le livre sortira. Et effectivement il est sorti en mai 2018, et je dois dire que, alors attention, ne me prêtez pas autant d'influence, je ne suis pas sûr que dans tous mes projets j'arrive aussi vite à convaincre un éditeur de faire paraître un livre, mais c'est vrai que ça a été une aventure, alors qui est allée très vite, hein. Moi je devais remettre le manuscrit en janvier, et puis février remettre mon introduction, qui donc était un essai et pas simplement une préface, et puis voilà, et après c'est la composition et les épreuves, et au mois de mai il est sorti. Alors voilà pour la petite histoire, la longue petite histoire si j'ose dire, mais voilà, ça me paraissait touchant, émouvant de voir l'enthousiasme d'un éditeur. On nous parle tellement de la crise de l'édition, etc., que voilà, vous dire qu'il y a des coups de cœur, et que le coup de cœur de Jean Moutappa pour ce duo Ashkenazi et Manitou, et Chouraki, je vous rappelle que, alors, André Chouraki a publié un peu partout chez beaucoup de maisons d'édition, Robert Laffont, Desclés de Brouwer, mais également un petit peu chez Albin Michel. En revanche, je vous rappellerai que les 2 volumes qui rassemblent tous les écrits de Léon Ashkenazi, La parole et l'écrit, volume 1, volume 2, sont parus chez Albin Michel. Donc c'est vrai que
je savais que j'avais de bonnes chances de trucs, mais en même temps, voilà, cette ouverture-là qui montre d'une certaine manière l'importance, même après leur disparition, qu'ont encore André Chouraqui et Léon Ashkenazi dans le monde juif et dans le monde non juif. Là, il s'agissait d'un éditeur. Et voilà donc comment cette histoire a abouti. Alors, est-ce que tu me poses une question ou j'enchaîne sur le contenu, mais... On va faire comme si on avait préparé et que je te posais des questions. Non, juste l'une des questions qui moi, m'intéresse particulièrement, c'est de savoir, finalement, on ne va pas refaire la biographie des deux, à la fois de Léon Ashkenazi et d'André Chouraqui, mais d'essayer, comme tu le fais d'ailleurs dans ta production, de voir à la fois leurs points et leurs profondes différences. Après tout, ils sont tous deux nés en Afrique du Nord, ils vivent tous deux en Israël, et pourtant leurs parcours ont été différents. Alors c'est vrai, je vais même corser un petit peu les choses, puisque tu l'as dit initialement. Je pense que un certain nombre, je ne vais pas dire beaucoup, j'en sais rien, mais je pense qu'un certain nombre de personnes qui connaissent mes travaux et qui connaissent mes positions ont pu être étonnées de me voir travailler sur Léon Ashkenazi. Encore une fois, André Chouraqui, je le connaissais un petit peu mieux, et j'étais peut-être plus sensible ou plus proche de ses positions. Et je dirais que pour moi, ça a été un exercice je dirais très salutaire. C'est-à-dire que, vous savez, on a toujours un petit peu tendance à travailler sur des personnes, des courants, des idées dont on est très familier, avec lesquels on a une sorte de sympathie intellectuelle. Et là, je considérais qu'il y avait quelque chose qui relevait un petit peu du défi que de dire, ben voilà, je vais également réfléchir, travailler, me laisser interroger, interpeller par une pensée qui, voilà, avait, enfin une pensée au sens collectif du terme. Là, pour l'instant, je note leur convergence. André Chouraqui emploie beaucoup le mot de convergence. Alors que, voilà, alors on a, bien sûr, des choses en commun, même si je suis bien sûr d'une relation plus jeune, mais on est tous les trois nés en Algérie, même si bien entendu je n'ai aucun souvenir de mon enfance en Algérie, parce que mes parents ont quitté l'Algérie lorsque j'avais 1 an, donc j'ai pas de souvenir d'Algérie, mais voilà, le fait est que je connais sinon l'Algérie, où je n'ai jamais mis les pieds, mais en tout cas, voilà, le milieu, ce qu'on appelle le judaïsme algérien, en France comme en Israël. Nous sommes, voilà, tous les trois, nous sommes sionistes, nous avons tous les trois vécu en Israël, alors moi venu effectivement très jeune, et puis, voilà, et à partir de là, c'est vrai que, alors je pense surtout à Léon Ashkenazi, les positions politiques qu'il avait, je dirais aussi le fait que je suis interpellé par des questions religieuses ou des questions spirituelles, mais je ne suis pas croyant et pratiquant, et j'appartiens, pour tout dire, à une communauté conservative. Et donc, à cet égard, j'estimais que c'était un défi, voilà, que de travailler sur des penseurs qui ont marqué leur siècle, qui ont marqué le judaïsme francophone et d'Afrique du Nord. Alors, à la fois dans un respect total et une reconnaissance totale du rôle important qu'ils ont joué en France et en Israël, et même en Algérie en partie. Et je dirais avec cette idée que pour trouver une pensée, pour faire penser, il faut l'interroger. Et alors, je pouvais le faire, je dirais, dans l'entretien, ligne à ce titre, et je le dis bien sûr dans mon introduction, même si on voit bien qu'il y a un rapport très amical entre les deux, et je dirais même de la part vis-à-vis d'Ashkenazi, un rapport même, je dirais, de déférence. Je ne dirais pas que c'est le maître et l'élève, n'exagérons rien, mais on voit bien André Chouraqui dans une position plus d'écoute, là où Léon Ashkenazi, vous le verrez en lisant l'entretien, il est plus dans une position de maître, et d'ailleurs, même quantitativement parlant, c'est pas 50-50. Alors attention, ça ne fait pas d'André Chouraqui quelqu'un qui interviewe Léon Ashkenazi, non. Je dirais que, en volume en tout cas, la part de
Ashkenazi est plus importante que celle d'André Chouraki. Et ce qui est très touchant d'ailleurs, c'est que tout en parlant, et il le dit à plusieurs reprises, il emploie le mot de convergence, ce que j'ai fait moi, effectivement, c'est de souligner à la fois la différence de leur parcours, alors ça on le connaît bien et je ne vais pas le refaire devant vous, mais en tout cas un rapport à la spiritualité et au judaïsme qui est à la fois semblable et en même temps très différent. Alors, on va dire rapidement, Léon Ashkenazi était un homme de parole, c'est-à-dire qu'il a surtout eu un enseignement oral, il n'a pas publié de son temps, ou alors des petits articles ou des conférences enregistrées et qu'on a transcrites. Là où André Chouraki, qui lui aussi était un homme de parole, lui aussi a beaucoup circulé, alors surtout du temps de l'Alliance israélite universelle, mais même après, lorsqu'il était en Israël, ça a été un interlocuteur hors pair, alors avec l'Église, à la mairie de Jérusalem, mais je dirais que il reste essentiellement par, je dirais, un travail d'écriture énorme, une fécondité qui fait qu'il a touché à énormément de sujets, alors que ce soit l'État d'Israël et le sionisme et la vie d'Herzl pour situer un aspect de son œuvre, que ce soit la traduction de la Bible, du Coran et du Nouveau Testament, que ce soit l'histoire des Juifs d'Afrique du Nord. Il a été le pionnier de cette histoire dont Chaim Saadoun est un des héritiers, si je puis dire. Sans parler voilà, des prises de position, mais encore une fois orales, mais mise par écrit, l'être un ami chrétien, l'être un ami arabe. Donc, sur Jérusalem, il a également une littérature énorme. Voilà. Donc, on voit bien deux personnalités différentes. Qu'est-ce que je pourrais citer? Moi, je le dis avec... j'ai essayé de donner à cela une image un peu métaphorique. J'ai écrit dans l'introduction que Léon Ashkenazi était pour le judaïsme français d'Afrique du Nord le ministre de l'Intérieur, là où André Chouraki était en quelque sorte le ministre des Relations extérieures. C'est-à-dire que c'est vrai qu'André Chouraki a une aura particulière auprès du monde non-juif, notamment le monde chrétien, mais également le monde musulman, là où Léon Ashkenazi, qui lui aussi, ça et là, a fait des choses, notamment dans le dialogue judéo-chrétien, mais je dirais son œuvre principale, c'était en quelque sorte ce qu'on pourrait appeler la rejudaïsation du monde, voilà, du judaïsme francophone, du judaïsme français, et également en Israël, puisque les deux sont arrivés en Israël, là, fin des années 50, et en 58, et Léon Ashkenazi en 1968. Et c'est cette... comment dirais-je? Donc ce sont deux parcours qui ne se sont pas beaucoup rencontrés finalement. Hein. Ils se sont rencontrés en Algérie ou pas? Oui, bien sûr, et c'est là-dessus, d'ailleurs, c'est là-dessus que... alors j'ai respecté, je dis un petit mot là-dessus, j'ai respecté le déroulé de l'entretien, sauf un passage où ils commencent par évoquer leur relation en Algérie, et j'ai pensé que, même si ça intervenait au milieu de l'entretien, qu'il valait mieux commencer par cela pour donner voilà, une sorte de dimension personnelle, où voilà, André Chouraki l'un était né à Oran, Léon Ashkenazi, André Chouraki a une Témouchente, et moi je suis de Sidi Bel Abbès. Vous voyez, tout ça c'est dans l'Oranie, hein. On est vraiment dans le même périmètre algérien, mais en tout cas voilà, eux c'était bien sûr connu, ils étaient pratiquement la même génération, et je le dis parce que je commence d'ailleurs, vous savez, Léon Ashkenazi était particulièrement préoccupé concernant le livre de la Genèse par les engendrements. Vous savez, ces chapitres où on ne mentionne que les généalogies, un fils de ceci, il a vécu tant d'années. C'est des choses qui le passionnaient. Et j'ai d'ailleurs ouvert mon introduction sur... alors d'abord, je m'en suis rendu compte en travaillant dessus, et ça va vous paraître évident en vous le disant, mais il fallait quand même y penser. Les deux premières figures du judaïsme algérien à avoir connu une postérité au-delà de l'Algérie, eh bien, c'est Léon Ashkenazi et André Chouraki. Tous les autres, ce sont des gens qui viennent après.
Et je cite, alors j'ai fait un peu comme les engendrements, des tas une dizaine de noms importants de penseurs, de philosophes, d'historiens nés en Afrique du Nord jusqu'à la Seconde Guerre mondiale. Je n'ai pas voulu porter au-delà parce qu'autrement la liste aurait été trop longue. Mais voilà, alors ça va de Derrida en passant par Mireille Hadas-Lebel, je cite Michel Abitbol, voilà, des tas de gens qui, dans le domaine de la pensée, de l'histoire, ont travaillé là-dessus et ont connu une notoriété. Mais voilà, les deux premiers, c'est André Chouraqui et Léon Ashkenazi, jusqu'à le judaïsme algérien. Il a produit de grands sages, il a produit de grands hommes, mais qui n'ont pas de renom, de prestige qui va au-delà de la sphère spécifiquement religieuse. Et voilà, et en ce sens, c'est vrai qu'ils ont été de grandes figures importantes. Alors, ce que j'ai souhaité faire dans mon travail, c'est effectivement là où leur différend et où leur divergence est extrêmement feutrée, dit avec beaucoup de respect, de pudeur. Il n'y a pas du tout de polémique entre eux, à aucun moment, il y a des désaccords. Moi, j'ai cherché effectivement, à les mettre un peu plus en valeur, et je le dis, uniquement en me fondant sur l'entretien. C'est-à-dire, je n'ai pas cherché, je n'ai pas fait une thèse, je n'ai pas pris toute l'œuvre de Chouraqui, toute l'œuvre de Léon Ashkenazi pour souligner ce en quoi ils se ressemblent, ce en quoi ils sont différents. Je me suis contenté de l'entretien, et l'entretien est très riche parce que, et c'est là où je trouvais, c'est pour ça que j'avais pensé c'était une bonne chose de l'éditer, c'est parce que vous avez un chapitre sur le dialogue judéo-chrétien, vous avez un chapitre sur le dialogue judéo-musulman, vous avez un chapitre sur la Shoah, mais essentiellement, et c'est pour ça d'ailleurs que je l'ai appelé « À l'heure d'Israël ». Alors, c'est pas dans le texte. En fait, dans le texte, vous saurez tout, dans le texte, à un moment, André Chouraqui dit maintenant que nous sommes à l'heure hébraïque ». Et j'ai pensé qu'à l'heure hébraïque, on n'aurait pas compris ce que ça veut dire, etc. Mais en gros, ce qu'il voulait dire, c'est à l'heure d'Israël. Pourquoi ? Parce que l'intérêt de cet entretien, à mes yeux, et je développerai là-dessus tout de suite, c'est que, en fait, et c'est pour ça que je pense qu'Annette Chouraqui a souhaité me le confier, en fait, ils disent, voilà, nous sommes 40 ans après la création de l'État d'Israël, en 87, un peu avant le 40e qui était donc en 88, et il s'interroge sur ce que la création de l'État d'Israël a changé ou doit changer dans le monde juif d'une part, en Israël en particulier, avec les musulmans, avec le monde chrétien, avec les nations du monde en général. Voilà, et c'est pour ça que j'ai un tout petit peu modifié le « à l'heure hébraïque » d'André Chouraqui dans le texte, qui est vraiment dans le texte, en disant, voilà, en gros, la question qu'il pose, c'est maintenant, qu'est-ce que cela doit transformer, révolutionner dans la condition juive en diaspora, dans les relations avec l'Église, dans les relations avec le monde musulman, etc. Voilà, qu'est-ce que tout ce... En quoi, et c'est là leur point de départ qui est essentiel, la création de l'État d'Israël, ce n'est pas seulement un fait politique. Bien sûr que c'est un fait politique, c'est un fait, une signification qui dépasse largement, qui va transformer cela. Eh bien, soyons en mesure de dire dans cet entretien ce qu'il a déjà changé et ce qu'il doit encore changer. Et là, je dois dire que le fait qui, initialement, quand j'avais eu le texte en main, je me disais, bon, c'est bien, André Chouraqui, Léon Ashkenazi, mais 1987, c'est il y a un siècle, si j'ose dire. Il s'est passé tellement de choses depuis. Et finalement, c'est là où on voit la pensée, ou l'intérêt de la pensée de ces deux grands hommes importants du judaïsme, c'est que ce n'est pas un livre d'actualité. Ce n'est pas, et je le dis d'ailleurs, l'entretien a lieu en 1987, il ne parle pas de la guerre du Liban, il ne parle pas de Sabra et Shatila, il ne parle pas de contingence d'événements immédiats, parce qu'il se situe comme ça une sorte de hauteur qui permet finalement au texte de vivre même 30 ans après, puisque finalement, 30 ans, 31 ans après. Il ne prend pas une seule ride, parce que précisément, il se situe à ce niveau-là de changer,
comment l'État d'Israël doit-il changer dans une perspective qui serait un État inspiré par, sinon la halakha, en tout cas par la sagesse juive, par la tradition juive. En 1947, Israël n'est pas celui que nous avons aujourd'hui. Israël a beaucoup changé. Donc là, il se méfie encore d'une sécularisation israélienne dont il se demande si ça ne met pas en cause l'importance de l'État d'Israël. Donc voilà, de ce point de vue-là, c'est vrai que la distance permet de mieux mesurer. J'en donnerai un petit exemple. Je te laisserai poser d'autres questions. Et là, ça nous permet, je le dis avec... je sais que la notion de relativisme n'est pas toujours appréciée, mais là, ça nous permet quand même de mesurer l'importance du temps et l'importance du contexte. Il y a quelques pages dans le livre, donc je l'ai dit tout à l'heure, sur le dialogue judéo-musulman. Je vais vous dire, on voit bien que l'entretien n'a pas eu lieu après 2001. C'est-à-dire qu'ils disent des choses, mais si je vous les lis maintenant, vous allez dire ça c'est encore des Palestiniens qui parlent. Eh ben non, c'est Léon Ashkenazi et André Chourakié qui disent quoi? Qui disent que les Juifs en terre d'islam ont été qu'une symbiose s'est établie entre eux, que bien entendu il y a pu y avoir des primates, c'est pas qu'ils font non plus l'eau de rose dont je parlais tout à l'heure, mais en tout cas rien à voir. Rien à voir avec ce qu'on dira aujourd'hui, et on dit aujourd'hui dans le monde juif notamment, lorsqu'on parle des relations entre juifs et musulmans. Il parle de la parenté. Il dit, je parle de Léon Ashkenazi là en l'occurrence, il dit avec le christianisme, on a un problème théologique énorme, c'est que, qu'on le veuille ou non, le christianisme, c'est une trinité, et une trinité, c'est plus tout à fait le Dieu unique. Bon, il est dur, il est sévère là-dessus, puisque les chrétiens se pensent comme monothéistes. Bon. Quand il passe au dialogue avec l'islam, il dit là, sur le plan théologique, mais c'est la même chose. On l'appelle autrement, il l'appelle Allah, etc. Mais c'est exactement, il y a une parenté théologique énorme. Bon. Sur l'histoire des relations entre juifs et musulmans, ils sont, je dirais, voilà, tout en notant ça et là qu'à certaines époques, dans certains endroits, ça a pu parfois être plus facile, moins difficile, etc. Mais d'une manière générale, ils soulignent une manière de raconter l'histoire. Alors, j'en fais pas des historiens et je viens pas dire ce qu'ils disent, c'est la vérité. Je dis simplement, regardez ce que c'est que le contexte. C'est-à-dire, on aurait eu, je suis presque tenté de dire, là, je ne devrais pas parler comme ça, mais on aurait eu André Chouraki et Léon Ashkenazi s'exprimant en 2011. Ils étaient déjà, ils auraient certainement pas parce le 11 septembre, le djihadisme, le salafisme, l'islamisme radical aurait certainement coloré, etc. Et attention, ils disent bien qu'à partir du moment, et on va y venir, la création de l'État d'Israël, bien que dans le monde arabe, donc de ce point de vue-là, ils sont très lucides, mais on voit bien qu'à ce moment-là de leur existence, ils ne font pas de regard rétrospectif sous prétexte qu'il y a un conflit israélo-arabe difficile à résoudre, ils ne font pas de regard rétrospectif pour dire ça a toujours été comme ça et c'est pas surprenant. Alors, comment pour les deux, quelle a été finalement leur réaction au moment de la création de l'État d'Israël? Ils sont déjà quasiment adultes. On viendra après à ce qu'ils pensent de l'État d'Israël et ce que tu dis, ce que l'État d'Israël doit changer dans la destinée du peuple juif. Mais est-ce qu'à un moment dans ce dialogue, ils expliquent simplement quelle a été la réaction en 1948, leur compréhension de l'événement? Je cite un exemple, on pourrait en citer des dizaines d'autres, mais je me rappelle toujours du témoignage de Simone Veil à propos de la création, qui est l'une des seules à donner comme ça ce qu'elle a ressenti en 1948, et pour elle, finalement, c'est un non-événement. Elle ne se rend pas compte de l'importance, ça ne l'intéresse pas. Alors après, elle est savourationniste, elle est intéressée par l'État d'Israël, elle en comprend toute la nécessité, mais sur le moment, 3 ans après la fin de la Seconde Guerre mondiale, elle ne perçoit pas l'importance pour le peuple juif. Est-ce qu'il en est de même pour André Chouraki et Léon Ashkenazi, ou est-ce que eux, dès le départ, ils voient, je ne sais pas, l'arrivée des temps messianiques pour certains, ou en tout cas une réalité politique tout à fait différente? Alors, je dirais que pour André Chouraki, c'est très clair.
mais je dirais même aussi pour les Ashkenazis. Je vais commencer par là où ils convergent. Pour eux, d'avoir été contemporains de la catastrophe du peuple juif lors de l'extermination et d'avoir été les témoins. Et André Chouraqui en parle dans des termes très émouvants. Il dit « La chance que j'ai eue, dit-il, d'être d'avoir cette génération qui pourra dire, le 14 mai 48, hey, j'étais présent et j'étais conscient, pour le coup, par rapport à l'exemple que tu donnais de Simone Veil. » Eh bien, pour André Chouraqui, comme pour Léon Ashkenazi, conjonction des deux événements, est pour eux le témoignage de la fidélité de Dieu à son peuple. Car quand dans la Bible, Dieu manifeste sa fidélité à l'alliance, c'est après une catastrophe. C'est-à-dire, si vous vous égarez, si vous vous éloignez, eh bien, il vous arrivera des tas de choses, etc. Mais ma fidélité à l'alliance, c'est qu'après la catastrophe, je serai là pour... Et donc, pour eux, ils l'interprètent effectivement comme quelque chose de cet ordre-là. Voilà, le fait que la Shoah, donc, se termine, on va dire, le 8 mai 45, hein, avec la reddition allemande, et que moins de 3 ans plus tard, 8 mai 45, 14 mai 48, c'est vraiment 3 ans presque jour pour jour, à une semaine près, que l'État d'Israël vienne à naître, c'est pour eux à la fois le signe de la fidélité de Dieu à son alliance, et c'est pour eux également la réalisation, Chouraqui en parle très bien dans l'entretien, de la réalisation des prières. Il dit, on lit la Hamida 3 fois par jour et on prie pour le rassemblement des exilés. Eh bien, ce rassemblement des exilés, voilà que je vais en être le témoin. Voilà donc leur première réaction. Alors, chez Léon Ashkenazi, il est plus discret là-dessus, non pas parce qu'il est passé à côté, mais c'est vrai que ça n'a pas été pour lui, à ce moment-là de son histoire, le bouleversement. Pour lui, le bouleversement, ce sera la guerre des 6 jours. Alors, je ne veux pas rentrer dans la querelle, et d'ailleurs, je ne prends pas position. Vous savez, il y a tout un débat à propos de Léon Ashkenazi. Est-ce que son sionisme date de 67 ou, certains disent 65, lorsqu'il a rencontré en Israël, lors d'une délégation à la tête de laquelle il a rencontré le rabbin Tzvi Yehuda Cohen-Cook. Mais en tout cas, ce serait tardif, là où il aurait professé, non pas un antisionisme bien sûr, mais on va dire un certain assionisme ou une certaine neutralité vis-à-vis de la question. Donc, Léon Ashkenazi, c'est moins clair pour lui. Bien entendu que ça a suscité, ça a frappé son imagination, mais c'est plus net chez André Chouraqui le 14 mai 48 et dans les semaines qui ont précédé. Et la preuve en est d'ailleurs cette thèse qu'il va écrire sur la création de l'État d'Israël. Et j'ajoute autre chose, et quand je dis que pour moi ça a été un très bel exercice salutaire de travailler, donc comme je dis, sur des personnes qui sont d'un autre bord, et religieux et politique, eh bien c'est que d'une certaine manière, lorsqu'il l'exprime, et comme c'est oral, donc il y a quelque chose qui passe, n'est-ce pas, une fois qu'on a enlevé les « je pense que »,« je crois que », etc., pour rendre ça plus vif, eh bien, j'ai compris pourquoi, ayant été témoin de la catastrophe, puis ensuite de la naissance de l'État d'Israël, qui est pour eux de l'ordre, comme tu dis, quelque chose d'un miracle, ou sinon même d'une intervention messianique, d'un prémisse du messianisme, eh bien, j'ai compris pourquoi, dès lors, ils s'interdisent de critiquer quoi que ce soit que fait l'État d'Israël. Voilà, il y a là, dans ce double événement, quelque chose qui est de l'ordre de la métamorphose, quelque chose qui est de l'ordre de la renaissance, quelque chose qui est de l'ordre comment dirais-je, André Chouraqui le dit très bien, on était au plus profond de la désolation, et la création de l'État d'Israël nous place sur une sorte de montagne, et donc du coup, pour moi,
une génération après, moi qui n'ai pas assisté ni à la Shoah, ni à la création de l'État d'Israël, eh bien j'ai pu comprendre pourquoi tout le reste de leur vie, ils pouvaient être satisfaits de telle évolution ou d'une autre, ou moins satisfaits, etc. Mais ils se sont toujours interdits de critiquer, et en tout cas publiquement, l'État d'Israël au nom de de cet événement-là dont ils avaient été les témoins. Eh bien, pour moi qui, d'une certaine manière, et tant mieux, enfin, je veux dire, ça fait partie de l'exercice démocratique du rapport à sa nation. Donc moi qui ai un rapport à Israël, alors je ne suis pas né en Israël, mais je suis venu quand j'étais petit, donc du coup j'ai plus d'années israéliennes que je n'ai eu d'années françaises, même si je dois aux premières années la formation en France de mon esprit et de mon éducation. Mais voilà, ceux qui pour moi me posent pas de problème d'avoir à critiquer, de dire ça c'est bien, ça c'est génial, ça c'est moins bien, etc. Eh bien, en comprenant pourquoi, d'où venait en quelque sorte ce regard comme ça extasié et donc prononçant mais du bout des lèvres une critique lorsqu'il décide de le faire. Et donc on va passer de 1948, on va sauter quelques années, 1967. Alors tu l'as évoqué, on sait malgré tout que cela a provoqué des changements chez Léon Ashkenazi, qui a alors envisagé la Aliyah. Pour André Chouraqui, est-ce que c'est aussi un moment de rupture, oserais-je dire, ou simplement quelque chose dans la continuité de ce qu'il avait déjà connu? Alors, pour André Chouraqui et Léon Ashkenazi, c'est très clair. Cette conjonction d'événements, la Shoah, la création de l'État d'Israël, la guerre des 6 jours, et je rappelle la guerre des 6 jours remportée après le sentiment que peut-être la disparition est inscrite dans la destinée, même si je pense qu'ils n'y ont jamais véritablement cru, parce qu'ils étaient croyants, non pas parce qu'ils pensaient que les pays arabes n'avaient pas de volonté d'annihiler ou de détruire Israël. Mais le fait est que pour eux, c'est la marche, c'est la continuation de cette promesse divine. Et là, pour le coup, là, je voudrais souligner, puisque tu m'invitais à le faire tout à l'heure, je voudrais souligner leur divergence. Leur divergence, encore une fois, qui est atténuée, qui n'est pas dite de manière virulente, parce qu'encore une fois, c'est un entretien qui se fait, qui est placé sous le signe de l'amitié, sous le signe de la conjugaison de leurs travaux et de leurs efforts. Mais c'est vrai que là, j'ai effectivement cru bon de souligner peut-être un peu plus leurs différences, et c'est d'ailleurs pourquoi j'ai appelé mon texte introductif Léon Ashkenazi, André Chouraqui, deux politiques du messianisme. Deux politiques du messianisme, c'est-à-dire en disant ah, attention, là, ils sont tous les deux convaincus que voilà encore quelque chose qui fait partie d'un plan de rédemption, mais il est vrai que leur position n'est pas tout à fait la même, et elle rejoint d'ailleurs une autre question que je pose également à la fin de l'intervention, enfin de mon essai, sur la question de l'universel. Et je le soulignerai de la manière suivante, je dirais que pour Léon Ashkenazi et André Chouraqui, alors je dis qu'ils ont été d'une certaine manière les pionniers de ce que j'appelle en tout cas un judaïsme assertif. C'est-à-dire un judaïsme qui ne veut plus être pensé par les autres. En gros, ce qu'ils disent, pendant des siècles, le christianisme a pensé du judaïsme ABC, l'islam a pensé du judaïsme, la philosophie des Lumières a pensé des juifs ceci et cela. Eh bien, maintenant est venu le temps, et je dirais que c'est surtout la position de Ashkenazi, peut-être encore plus que celle de Chouraqui, maintenant est venu le temps de ce que j'appelle donc un judaïsme assertif, c'est-à-dire un judaïsme qui se tourne maintenant vers le monde pour dire, maintenant c'est moi qui vais vous penser. C'est moi qui vais vous dire ce que vous êtes, vos imperfections, etc., etc. Je dirais, enfin, à titre de comparaison, un peu comme le féminisme. En gros, lors 20 siècles, le féminisme arrive et dit, non, c'est notre tour de vous dire ce que vous êtes. Bon. C'est un peu ça le judaïsme post-45, qui consiste à dire, maintenant, je vais vous dire ce que... Là où différence, et qui n'est pas les deux, c'est que André Chouraqui sera
malgré tout, en dépit de ce judaïsme assertif, dans lequel il se reconnaît parfaitement, hein, il dit, voilà, je vais vous faire découvrir la pensée juive, Ibn Pakuda, etc. Mais ma finalité, c'est la réconciliation de l'humanité. Et le moyen de parvenir à la réconciliation de cette humanité, c'est par la synthèse, un travail, c'est un effort de synthèse entre le message spirituel au christianisme en passant par l'islam, etc. Parce que cette dimension spirituelle, de par je dirais, la sève commune qui l'anime, eh bien, peut nous faire déboucher sur un universel. Donc cet universel-là dont il parle, il s'agit bien de parler du judaïsme, mais dans une quête alors pas d'un syncrétisme, hein, il ne s'agit pas de faire une religion espéranto, pas du tout, mais il s'agit de faire dialoguer des expressions spirituelles autonomes et indépendantes, mais dans un souci de retrouver des inspirations communes, des inflexions communes, des parentés pour faire passer l'humanité d'un stade d'hostilité plus ou moins élargie à une harmonie et une compréhension des messages spirituels, à partir des messages spirituels respectifs. Là où la conception de l'universel de Léon Ashkenazi m'apparaît être un peu plus quelque chose qui consiste, encore une fois, pour le judaïsme, à délivrer un message au monde moderne, au monde musulman, au monde chrétien, en disant, voilà, il faut que... Alors, ça peut être les lois de Noé, mais je dirais où... c'est comme ça que je le distingue, ou je le discerne dans le livre, où je dis que l'universel de Léon Ashkenazi, c'est l'auditoire universel. C'est-à-dire, je m'adresse à tout le monde, mais pas dans un rapport, on va dire, symétrique, où vous allez nous apporter quelque chose et nous allons vous apporter quelque chose. Je dirais que, d'une certaine manière, Léon Ashkenazi dit en gros, le judaïsme peut se penser sans les autres religions, sans le christianisme, parce qu'il est antérieur. Ce qui n'est pas la position d'André Chouraki, parce que André Chouraki, qui a quand même une formation d'historien, et plus aussi s'est développé au cours des siècles, et donc en opposition ou en avec le christianisme. Un exemple connu, certains disent pourquoi dans le Haggadah de Pessah, Moïse n'est jamais évoqué, pour ne pas tomber dans l'idolâtrie d'un prophète, comme c'est le cas du christianisme, avec cette figure de Jésus divinisé, idolâtré. Bon, ça veut bien dire que le judaïsme, pour le coup, ici, a été influencé par comment dirais-je, le contexte général du monde chrétien qui aurait donc orienté la rédaction de la Haggadah autrement que si elle s'était faite dans une ère non chrétienne, pour donner un seul exemple. Donc ça, c'est une première différence. Et puis il y en a une deuxième, et là, on va mettre les pieds dans le plat, en quelque sorte. C'est effectivement... et là, c'est très clair, hein, je veux dire, là, de ce point de vue-là, le texte est vraiment lumineux. André Chouraki dit le messianisme n'adviendra, les temps messianiques n'adviendront, et en tout cas commenceront avec la réconciliation des enfants d'Abraham. C'est-à-dire que pour André Chouraki, il ne saurait y avoir d'ère messianique, qu'il appelait de ses voeux, sans que cela passe par la paix, la réconciliation d'Isaac et d'Ismaël. Et cette préoccupation-là, je veux dire, il l'exprime très clairement, très vivement, dans les dernières pages d'ailleurs de l'entretien. Là où, il faut bien le dire, Léon Ashkenazi reste muet. Il ne dit pas que les temps messianiques viendront avec la réconciliation. Mais il dit autre chose. Il dit autre chose qui, là aussi, pour moi, a été, comment dirais-je, très éclairant. Et je vais vous faire même une confidence personnelle. J'ai connu Léon Ashkenazi, j'ai eu l'occasion de le voir à plusieurs reprises. Il avait comment dirais-je, une capacité comme ça d'ouvrir sa porte, d'ouvrir... voilà, il y a eu quelque chose de très, très,
très généreux. J'étais tout jeune hein, quand je l'ai rencontré. Et quelque chose m'avait toujours frappé, une sorte de mystère, mais à laquelle je n'avais pas donné de réponse parce que je n'avais pas travaillé sur Léon Ashkenazi. Enfin, j'avais fait un article une fois en 2008, mais voilà. Je me disais, voilà, les positions de Léon Ashkenazi dans les années 80, 70, 80, 90, jusqu'aux accords d'Oslo, la Session de Rabin, il avait des positions donc très arrêtées sur la Judée-Samarie, sur le Gush Émonim, sur la poursuite des implantations, etc. Et en même temps, je ne l'avais jamais trouvé fanatique de la cause. Voilà, c'est-à-dire il était clairement pour ce qu'on appelle le Grand Israël, mais ça n'avait jamais donné lieu chez lui, dans les entretiens que j'avais eus avec lui, dans les conférences auxquelles j'avais participé, etc., à voilà, une charge, alors ni contre l'islam, ni même contre les Palestiniens, ni les Arabes. Voilà, c'était relativement, on va dire, modéré, mais tout en ayant les positions qui étaient celles de la droite nationaliste religieuse israélienne. Et je dois reconnaître que je ne m'étais jamais... je n'avais jamais travaillé assez suffisamment la question pour répondre à cette question. Et voilà qu'en lisant ce texte-là, et en cela, je dis, mais voilà, quelle chance j'ai eu d'avoir eu droit à ce qu'on me confie ce texte-là. Léon Ashkenazi dit, et pour moi c'est l'épine dorsale de l'entretien, il dit, vous savez, il s'adresse à André Chouraqui bien sûr, le retour d'Israël à Sion n'est pas le premier retour, c'est le troisième. Il y a eu la sortie d'Égypte, il y a eu le retour de Babylone, et là c'est le retour de Rome. Il appelle ça le retour de Rome. Et il ajoute, alors pas en historien, mais en penseur, en théologien, il dit, or, les retours d'Israël sur sa terre sont toujours accompagnés d'une de divergence à l'intérieur du peuple juif et de friction avec les pays voisins. Et j'ai trouvé ce passage, alors il le dit plus explicitement bien sûr, là je vous le résume, mais moi ça m'a permis de comprendre pourquoi, sur cette question donc du Grand Israël, etc., et des Palestiniens arabes, il n'était pas le plus forcené, le plus fanatique, parce que si je reprends ce raisonnement-là, consistant à dire le retour au XXe siècle des Juifs en terre d'Israël, ce n'est que la répétition de retours qui ont eu lieu avant et dans lesquels on avait forcément à l'intérieur du peuple des dissensions, etc. Ben là, on va avoir encore des dissensions. Et concernant les peuples voisins, les Cananéens, les Jébuséens, etc., eh ben, il y aura des frictions, il y aura des tensions, ça fait partie du retour. Et pour moi, à ce moment-là, j'ai compris pourquoi il n'avait pas besoin ni de dire que le Coran, c'est un torrent d'antisémitisme, ni de dire que les Palestiniens, c'est les nazis de notre siècle, et c'est la réincarnation d'Amalek. Pourquoi ? Ben parce que les Palestiniens, ou les Arabes, plus généralement d'ailleurs, ce sont les acteurs, malgré eux, d'une histoire qui est une histoire d'un retour. Alors, en gros, pour aller vite, les Palestiniens, ce sont les Jébuséens, les Cananéens de l'époque, voilà, de notre temps plus. Et donc, ce sont presque des marionnettes, ils jouent leur rôle, puisque chaque retour suscite forcément des frictions avec les voisins extérieurs. Voilà, à l'époque ça s'appelait les Jébuséens, aujourd'hui ça s'appelle les Palestiniens, et voilà, les uns ont disparu, les autres disparaîtront, etc. Ou disparaîtront ou pas, mais enfin en tout cas, du coup, pour lui, il n'a pas à être scandalisé de l'hostilité palestinienne ou de l'hostilité arabe, puisque de toute façon, tout retour amène des frictions avec les pays voisins. Donc, en gros, on est dans une histoire qui se répète, et donc forcément, il y a des adversaires, et Dieu, bien entendu, nous aidera à ce qu'on puisse en triompher. Et de ce point de vue-là, ça m'a permis d'éclairer ce point qui était obscur. Et puis il y a un deuxième point, et peut-être là-dessus je terminerai, c'est
tu as d'autres questions, et éventuellement bien sûr de la salle. Et là, effectivement, mais alors avec beaucoup de nuances et de doigté et de, comment dirais-je, d'infini respect, il y a un passage qui est extraordinaire dans le chapitre sur la Shoah, dans lequel Léon Ashkenazi essaye de s'expliquer, mais pourquoi les Juifs d'Europe, les Juifs d'Allemagne notamment, n'ont pas vu venir. Pourquoi ils ont été aveugles, hein, et l'Europe en général, les Juifs de France également. Pourquoi ils ont été aveugles? Et il fait référence à une phrase de Manes Perber, qui était un écrivain juif très connu, et qui expliquait cela en disant « ils ont été captifs de leur propre espérance ». Voilà, les Juifs d'Europe ont été tellement fascinés par les Lumières qu'ils ont été aveuglés, captifs de leur espérance, au point de ne pas voir que de cette Europe des Lumières pouvait surgir une Europe de terreur et d'extermination, etc. Eh bien, je me suis autorisé, et encore une fois avec beaucoup de prudence malgré tout, à penser que dans cette vision qu'il avait messianiste, il pouvait lui aussi être capable de ce même défaut-là, d'être captif de cette espérance messianique, au point, peut-être, je le dis avec beaucoup de prudence, au point de ne pas voir ce qui, au nom de cette espérance messianique, pouvait être accompli. Alors, je le dis, je vous répète la phrase que j'emploie, et Annette Chouraki d'ailleurs m'a dit « T'es sûr que tu veux la mettre ?» Et finalement, j'ai tenu bon. C'était une pression tout à fait amicale et en toute... j'ai cette phrase-là, je dis « Que vaut le titre de propriété d'un Palestinien sur sa terre s'il en va de l'espérance messianique ?» C'est-à-dire que si on met en balance, c'est-à-dire si on considère, et là je le dis, comment dirais-je, mais même aujourd'hui, à titre de mise en garde, je le dis, et mon effort, et en ce sens, j'étais très heureux de faire ce travail-là, j'essaye d'accompagner, si j'ose dire, André Chouraki et Léon Ashkenazi dans leur démarche messianique qui n'est pas la mienne. Mais à un moment, quand Chouraki dit le messianisme passera par la réconciliation d'Ismaël et d'Isaac, je dis ok, donc il met une ligne rouge. Ce projet messianique, il met une ligne rouge et cette ligne rouge, c'est la réconciliation. Mais je me demande, quelle est la ligne rouge? Parce que si effectivement la victoire de 67, l'établissement des Juifs dans ce territoire qui est le berceau du peuple juif, je n'ai absolument aucun doute là-dessus, est-ce que Léon Ashkenazi ne risque pas, au nom de cette captivité, au nom de cet espoir-là messianique, être amené à ne pas voir, ou à ne pas considérer, ou à ne pas regarder ce qui se fait par l'État d'Israël au nom de ce projet messianique. Voilà, je situe là ma différence, ou j'ai envie de dire la ligne au-delà duquel je ne peux pas suivre. Où je dis là, voilà, là, et je le dis avec une énorme compréhension. C'est tellement plus exaltant de penser que la création d'Israël et son existence est un projet messianique que de se coltiner, de faire des prisons, une justice, des hôpitaux, une administration publique, l'intégration de l'immigration. Je veux dire, ça c'est très terre à terre. Alors c'est vrai que c'est pas très exaltant par rapport à cette idée qui consiste à dire, mais vous vous rendez pas compte, on est dans l'ère messianique. Et je dis très bien, mais attention, est-ce qu'on ne met pas le doigt ou le pied, un petit peu comme la logique révolutionnaire qui consistait à dire, oui c'est vrai mais comprenez, c'est la révolution. Voilà, je le dis avec beaucoup de prudence et avec infiniment de respect parce que c'est pas un pamphlet, je veux dire, mais c'est pour souligner, et là en ce sens, et c'est pour ça qu'Annette était d'accord finalement en me disant, mais c'est comme ça que la réflexion avance, c'est comme ça que le débat avance. C'est pas en étant dans une sorte de lecture hagiographique,
Et c'est vrai que je souligne, voilà, j'ai été touché, si je puis dire, quand il parle, alors je laisse tomber le conflit, etc., il parle à un moment des juifs laïcs en Israël. Et c'est émouvant presque, je dirais, touchant de voir que pour eux, c'est inconcevable. Ils disent, non mais il n'y a pas, ça n'existe pas des juifs laïcs. Ça c'est une notion chrétienne, la laïcité. Là. Non, non, les juifs, ils ont forcément... Et je leur dis, attendez, là, on est 4 siècles après Spinoza. Attendez, des juifs laïcs, ça existe. Vous pourrez le reconnaître. Ah ben non, ils ne peuvent pas. Alors voilà, je souligne comme ça et là. Mais encore une fois, dans la diaspora, waouh, je peux vous dire, la diaspora, elle passe un sale quart d'heure dans l'entretien entre Souki et Ashkenazi, parce qu'ils disent, alors surtout Ashkenazi qui est toujours beaucoup plus sévère et beaucoup plus dur, il dit... vous êtes en situation irrégulière, vous devez régulariser votre identité. Ah, moi, je dis ça, alors je dis, attendez, là, je suis à mon piano en train de dire, attendez, là, c'est quoi, là, c'est une enquête de police, machin. Bon. Et, alors, c'est vrai, et c'est tellement intéressant, parce que, en même temps, il faut le dire, Noam Ashkenazi a eu un auditoire beaucoup plus large en diaspora, et notamment en France, qu'il ne l'a eu en Israël. Et pour autant, il a un regard sur la diaspora. En gros, vous existez, mais vous n'avez pas de légitimité. C'est-à-dire, quand c'est que vous prenez le train, quand c'est que vous prenez l'avion ou le bateau pour arriver, il y a un côté injonctif. Alors moi, je suis sioniste, attention, moi je suis très heureux chaque fois que quelqu'un me dit qu'il monte en Israël. Mais je n'ai pas, cette position injonctive qui consiste à dire... vous êtes foutus, etc. Prenez le train. Il a toute une réflexion, alors toujours en se citant la Bible et le Talmud, etc., mais notamment en disant la culpabilité d'être en retard. Vous êtes en retard. Voilà. Alors, voilà, tout ça, voilà. Et j'ai pensé qu'effectivement, et c'est pour ça que, et Annette m'a donné sa bénédiction, et également, d'ailleurs, je dois le dire, Yael Ashkenazi, qui est également, enfin, fait partie des ayants droit, puisque ni Noam Ashkenazi ni André Chouraki ne sont de ce monde aujourd'hui. Et donc, on t'a prouvé, si je puis dire, si je parlais en termes d'église, je dirais, ils ont accordé leur imprimatur, comme, voilà. Mais en gros, m'ont donné leur bénédiction, parce que le but, c'était pas du tout de rentrer dans un pamphlet, etc., mais de souligner, voilà, de sortir de l'hagiographie qui les entoure et dire, voilà, c'est une pensée, si elle est vivante, eh ben, il faut qu'on puisse se poser des questions, il faut qu'on puisse dire, voilà, là je suis d'accord, là non, pas... Voilà. Et tout ceci, bien sûr, encore une fois, dans une vénération du rôle essentiel qu'ils ont joué dans le judaïsme français et dans le judaïsme d'Afrique du Nord, et pour lequel je me sens tout aussi redevable. Voilà. Merci. Merci beaucoup, Denis.